Voilà, Serge. Ah, salut Serge. Ça marche. J'ai eu peur un moment. Pourquoi? Mais parce que tout à l'heure, j'avais téléchargé une nouvelle version d'Android là, Ah oh, qui était sur l'appareil et que je refusais de télécharger pour l'instant. dangereux. Charger D'accord. pour l'instant. Et puis au dernier moment, j'ai fait une fausse manip en fait il y a 3/4 d'heure et je l'ai lancé. Quoi. Voilà. Donc, du coup, je craignais que ça ait mis tous nos essais par terre. Voilà, mais en tout cas, là j'ai tout de même dû t'inviter manuellement. Hein. Ça continue à avoir ce problème d'adresse. Enfin, ça marche. Bon, c'est bien. C'est bien. Pour l'instant, nous sommes tous les deux. Suzanne est à la régie. Oui. Et donc à la caméra. Et nous pouvons y aller. Maurizio m'a annoncé qu'il était en sortie de l'hôpital et qu'il marchait, qu'il va être là dans quelques minutes. Donc on va l'avoir pendant l'essentiel du temps. Et voilà. Donc est-ce que tu as une question pour commencer? Pas de questions très précises. J'ai relu évidemment le chapitre 3 là. Oui. Je dirais que mon... Il y a Arlette qui arrive. Je crois, c'est Arlette. Bonjour. C'est Arlette. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, merci. Voilà, nous débutons avec la lecture du chapitre 3 par Serge. Donc tu disais, oui? Oui, donc j'ai relu le chapitre 3. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être des précisions un petit peu historiques à la fois sur cette fameuse conférence de la paix, sur ce qui s'y est passé exactement. Oui. J'ai des interrogations quant à Pyrrhas, mon ignorance crasse cale, j'ai pas fait de recherche. Et puis sur les notions, peut-être expliciter un peu les notions de passé et de laisse qui reviennent vers la fin. D'accord. Ok. Ok. Je vois que nous avons une quatrième personne là, qui arrive. Et donc, voilà. Alors, sur ces questions, tout d'abord, Pyrrhas, c'est Paris. P-A-R-I-S. Paris. Parce que la conférence de la paix a eu lieu à Paris. Celle à laquelle je fais référence. Et donc, je crois ne pas me tromper. Alors, je n'ai pas fouillé en détail cet événement, je ne le connais pas très très précisément, mais il s'est déroulé à Paris et Bernays y était. C'était le début de la carrière de Bernays et je crois, ça j'en suis pas sûr, mais je crois que non, c'est pas de là qu'il a envoyé. Non, les cigares à son oncle, comme je le fais dire dans le roman. Non, ça c'est très hypothétique. Hein. J'ai dû rassembler des événements. Ce qui est sûr, c'est que Bernays a envoyé cette fameuse boîte de cigares à Freud et pour une prise de contact avec son oncle. Et puis finalement, ça a donné tout ce que l'on sait sur l'adhésion de Bernays aux thèses de Freud, enfin, ou l'adoption, l'incorporation des thèses de Freud dans la propagande de Bernays, par Bernays. Donc voilà, la conférence de la paix, ça a eu lieu à Paris. En effet, je parlerai ensuite de ce passé, de ce SE, etc. Quoique ce sera surtout dans le chapitre ultérieur que ce sera développé, dans le troisième. Parce que pour résumer ce qui s'est passé au chapitre précédent,
puisque en gros, le début de ce roman, de la scène, cherche à traiter de la manière dont on peut parler de ce que l'on ne sait pas, ou bien de ce qui n'existe pas, de ce qui est au-delà de la vie, qu'est-ce qu'il y a du côté de la mort, qu'est-ce qu'il y a du côté de l'univers, etc. Donc les choses que l'on ne connaît pas, comment pouvoir en parler autrement que par la négation, ou comment traiter la négation. Alors, la fois précédente, c'était les manières linguistiques de traiter de la négation, avec surtout les manières de l'écrire, soit en barrant, soit en appliquant des noms divers d'aristotéliciens, de non-aristotéliciens, etc., par les noms. Et dans le chapitre présent, nous allons examiner, enfin le chapitre présent va examiner les moyens physiques, les moyens objectifs, les moyens matériels de traiter, de signifier, de mettre en traitement ce que l'on ne connaît pas, ce qui n'existe pas. Et troisièmement, ce sera le chapitre prochain, le passé, le S, etc. Là, c'est dans l'ordre du temps, dans l'ordre de la chronologie. Comment est-ce que le temps peut nous permettre de gérer ce que nous ne connaissons pas. Évidemment, c'est facile. Par exemple, le futur, c'est ce qui n'existe pas, ou pas encore, ou ce qu'on ne connaît pas. Et bon. Donc, mais alors là, nous sommes dans ce chapitre actuel, avec les manières physiques, les manières matérielles, objectives, pour traiter, figurer la négation, hein, si on peut dire. Est-ce que je peux te couper? Oui, vas-y. Parce que comme ça, j'en aurais terminé avec une question. Une autre interrogation que j'avais, c'était cette notion de conférence de la paix en physique, et avec Stuart qui fait une réflexion à un moment en disant qu'en physioque, c'était 4 ans auparavant. Oui. Il y a des distinctions, les distinctions qu'il y a entre le physique, écrit avec un Z, le physique écrit de manière normale, le physioque, ce sont les moyens de distinguer la réalité virtuelle, c'est-à-dire la physique extérieure, ou particulièrement aussi ce qu'on va appeler la physique occidentale, c'est le monde virtuel. Quand ils sont justement dans le chapitre 3, ils sont dans le physioque, c'est-à-dire ils sont dans du jeu vidéo, ce sont des avatars, ils sont dans un monde virtuel. Le physique avec un Z, c'est le monde dans lequel se trouve Wiener ou Naiwer, ce mathématicien qui pense que lui, il est dans le monde des mathématiques. Et c'est de là qu'il va, par les mathématiques, explorer les zones de l'inconnu par ce qu'il appelle la palpation des fictions. C'est la limite, c'est l'horizon, c'est le bord du physique mathématique. Et la conférence de la paix, elle, s'est passée dans le physique politique, c'est-à-dire dans celui de la réalité quotidienne que l'on connaît dans nos livres d'histoire. Donc il va y avoir comme ça une différenciation des mondes, si on peut dire, ou des états, ou des coordonnées d'existence, avec ces variations d'écriture, ces variations orthographiques du physique. Comme ces mondes sont très superposés, comme finalement le monde virtuel, c'est effectivement du monde réel, et que le réel, on ne sait pas si c'est une illusion, si c'est virtuel, donc les nuances sont très très légères, et ce sont des petites nuances d'écriture. Hein. Et donc l'allusion
allusion de Stuart sur le physioque Oui. 4 ans auparavant, ça ne fait pas référence à quelque chose de précis. Non, a priori, je n'en ai pas le souvenir, je crois pas. Ça ne reviendra pas. C'est simplement dans la réalité virtuelle, il y avait eu une référence à ça. Alors, c'est à ce point-là que je poserai tout à l'heure une question à Arlette, de savoir, parce que on va peut-être pouvoir, merveille et nouveauté, se servir du dessin. Et Arlette, parce que je pense qu'on en a déjà parlé hier avec Serge, on a fait ces dessins, mais peut-être que ce serait utile d'expliquer justement la différence de ces mondes, la différence de ces objets. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un placebo? Qu'est-ce que c'est que la Libye? Pourquoi est-ce qu'on utilise toutes ces différentes choses pour dénommer ce qui n'est pas? Parce qu'un placebo, c'est ce qui n'est pas le médicament. Un alibi, c'est ce qui n'est pas l'acte lui-même, etc. Donc, tout ça peut se dessiner. Hein, disons, on peut faire un graphique qui nous permet de mettre en place ces différents concepts et cette anatomie de l'existence, hein, si on peut dire, et du monde. Il y a une chose aussi que je voulais dire, là c'est moi qui voulais commencer un petit peu par ça, c'était parler de pourquoi le titre du chapitre 3, c'est Taxi-Boss, parce que ça va être un jeu sur les boss, c'est comme un jeu vidéo, les gens vont sur des scooters, vont sauter, faire des sauts sur ces boss, et pourquoi Tax Y, c'est une référence au chromosome Y. Comment se fait-il que les êtres vivants, les animaux et les êtres vivants de notre écosystème aient une reproduction qui soit taxée par Y, comme si c'était un timbre ou quelque chose de particulier qui était ajouté à la reproduction des uns et des autres normale. Ça va bien? Voilà Maurizio Novello qui arrive. Salut. Ça va, Donc, elle est très énigmatique, cette présence du Y dans l'évolution darwinienne, dans la nature des animaux. On ne sait pas si c'est le Y qui est à l'origine de toute chose et qui, pour se développer, s'est ensuite démultiplié en symétrie de manière X, ou bien est-ce que c'est à l'inverse une taxe qui a été ajoutée, si on peut dire, à la vie normale. Et pour savoir d'où vient cet ajout, cette augmentation ou cette distinction d'un chromosome parmi les autres, nous devons encore une fois raisonner par le calcul de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que dans un monde où il n'y a que des chromosomes semblables, des paires de chromosomes, comment se fait-il que quelque chose qui n'est pas s'ajoute, c'est-à-dire ce chromosome Y, qui au départ n'était pas dans le système? Ou à l'inverse, comment se fait-il que si c'est simplement du chromosome Y qui ensuite va se composer avec d'autres formes de chromosomes, avec d'autres doublures de chromosomes, comment se fait-il que ces choses apparaissent? Elles apparaissent à partir de ce qui, avant cela, n'était pas. Hein. Donc, il y a probablement, puisque nous parlons des semblables, des paires semblables qu'on avait appelées les dioscures, il y a probablement
une logique aussi bien de la sexualité que celle que l'on recherche là avec nos boss. Parce que ces boss, on sait que c'est ce qui permet d'expliquer, c'est ce qui permet aux physiciens d'expliquer les choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'à l'époque de Newton, on pensait qu'il y avait des planètes, où il y avait des atomes, où il y avait des trucs. On sait qu'en fait ces trucs n'existent pas, ils sont vides, ça doit s'expliquer autrement que par une pure et simple existence. Et maintenant, on parle, alors on dessine des champs de force, comme des grandes étendues planes, et dessus on met des irrégularités. Et on dit que ces irrégularités sont les choses. Et en fait, c'est une façon de dire que les choses ne sont pas, parce que sur une bosse, on peut toujours tourner autour de la bosse, passer dessus, on n'aura jamais rien réellement trouvé, à la différence d'un trou. Parce que s'il y a un trou dans l'espace, on va pouvoir faire le tour et quelque chose va passer dans ce trou. Ça s'appelle une pulsion, un sphincter. Et là, il y aurait quelque chose qui serait autre chose. Dans la physique actuelle, on essaie de raisonner avec un monde où il n'y a rien d'autre que ce monde-là. Donc on le dessine, on le décrit simplement avec un champ de force et des variations dans ces forces. Et donc nos trois héros dans le roman vont chercher à trouver des idées et à savoir comment est-ce que on crée quelque chose à partir d'un désert de neige ou sur lequel il n'y a que des bosses. Comment quelque chose va-t-il apparaître? Comment est-ce qu'on va pouvoir compter quelque chose lorsqu'il n'y a que des variations ondulatoires? Donc pour réfléchir à ça, ils se mettent sur des petits scooters et ils vont sauter sur les bosses et ça va peut-être leur donner des idées. C'est ça l'application par la pratique, de même qu'en psychanalyse, on se met à parler et dire n'importe quoi pour prétendre ou pour trouver comment on dit quelque chose, hein, justement, par exemple, par ce paradoxe-là. Alors, j'en arrive donc à cette question, c'est une suggestion. Est-ce que vous pensez qu'il peut être utile, Arlette Elouni ou peut-être Monique Gattel, que je ne sais pas si elle a un micro ou si elle peut y correspondre, mais que nous essayons de dessiner ce que peuvent être la différence entre les choses, leurs alibis et leurs placebos. Est-ce que vous m'avez entendu, Arlette? Oui, très bien, oui. Le son est très bon. Est-ce qu'un dessin vous paraît pouvoir être utile? Et Maurizio peut-être aussi va faire. Oui, hein, peut-être. on va essayer ça. Hein. Donc je vais faire comme ça. Vous allez voir surgir sur l'écran une page blanche. Et si tout marche bien, vous allez entendre ma voix et je vais pouvoir dessiner sur cette page blanche. Et on va ainsi comprendre de mieux en mieux les choses. Donc je pense, voilà, je vais cliquer sur ce bouton et je vais faire ça. Démarrer le partage d'écran. Est-ce que vous avez vous voyez cette page blanche? Oui. Ça marche? Bon. Donc, ce que j'avais comme idée de, si ça marche, attendez, je vais essayer de faire avancer les choses là. Bon. Apparemment ça marchait tout à l'heure, ça ne marche pas maintenant, je vais encore faire quelques essais. Donc je peux annuler ça.
je vais me servir simplement de ça. L'idée, c'est ceci. C'est que nous savons que, imaginons un objet ici, un objet noir. Hein. Normalement, ça devrait être un rond, mais enfin bon. Si nous voulons sortir du milieu de cet objet noir pour l'observer, nous allons nous mettre à l'extérieur, ici, pour l'observer comme ça. Un œil comme ça. Bon. Et seulement pour l'avoir observé, nous sommes sortis du milieu, évidemment. C'est-à-dire que nous sommes sur un autre, dans une autre dimension, c'est-à-dire exactement comme l'air et l'eau. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on l'a observé, en fait, ce rond noir va disparaître. Et on va l'observer ici, comme un rond rouge. Disons, je le mets en rouge, on va l'observer pareil. Et pourquoi est-ce que ce phénomène, pourquoi est-ce que le rond que l'on a voulu observer a disparu? C'est parce que, du fait d'avoir introduit l'eau, ici, le rayon lumineux qui va sur le noir est cassé. Il ne va pas aller directement. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Et en fait, l'œil va voir l'objet, va le voir au-dessus. Et le rond noir, en fait, ce qui était la chose que l'on cherchait, va disparaître. Puisqu'on le voit autrement. Hein. Donc, au début, sans l'eau, sans la platonde, hein, ce que j'appelle la platonde, on voyait l'objet noir, mais quand on met l'onde pour observer, c'est-à-dire quand on se met dans un autre milieu, nous voyons l'objet à une autre place. Alors, est-ce que l'objet, finalement, on ne peut jamais savoir ce qu'il y avait à la place du rond noir, ou on ne peut jamais savoir. Il y a une solution pour faire ça. Il suffit de mettre un cerveau. Donc là, je vous mets une grosse tête. C'est assez difficile à dessiner, mais voilà. Je vous mets un cerveau. Et vous savez, nous savons tous maintenant, depuis le temps qu'on en parle, que ce cerveau va reproduire dans son intérieur, comme une parole subvocale, il va reproduire dans le cerveau une image du rond noir, qui est tout à fait symétrique, donc en fonction de cette concavité-là, ce rond noir va apparaître ici, le poisson, par exemple, si c'est un poisson qu'on veut pêcher, le poisson apparaît en l'air. Et la ruse et le phénomène extraordinaire qui se passe à ce moment-là, c'est que si on se sert à nouveau de l'onde pour regarder comme on voit un arbre au bord d'un lac ou sur une rivière se réfléchir dans le lac, on va regarder cette onde et le rayon lumineux va être comme ça, va se réfléchir sur le miroir et va revenir dessiner la réflexion de ce rond vert, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'image réelle, va dessiner l'image virtuelle exactement là où était l'objet initial. Ce qui fait que le défaut que l'observation avait introduite, du fait de la réfraction, ce défaut, par l'intermédiaire du cerveau et de la réflexion du cerveau, permet de retrouver effectivement la réalité des choses. Hein? Seulement, on a retrouvé la réalité de la chose par un bel artifice, effectivement on l'a retrouvé, mais c'est avec maintenant une image virtuelle. Cette image rose, c'est une image virtuelle de cette image verte qui elle-même est l'image réelle
de l'image noire. Hein? Alors ici, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que là, on comprend cette chose? Enfin, voilà, je ne me suis pas trop mal expliqué, sauf que mes rayons, qui devraient être très très directs, sont tout à fait tordus du fait de la difficulté de me servir de la souris. Mais enfin, j'espère qu'on a compris le système. Et qu'on va pouvoir appeler ici, cette chose-là, c'est le placebo. C'est ici un placebo. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on va la P, L, A, etc., un placebo, on va dire comme ça. Le placebo est là parce que un placebo, c'est quelque chose que l'on va utiliser dans le monde, mais qui en fait ne va être rien, aucunement, ne va être qu'une image déplacée du médicament effectif, par exemple, s'il s'agit d'un placebo médical. Donc le placebo va avoir les mêmes effets, le placebo vert va avoir les mêmes effets que le médicament noir, mais en fait, il va être complètement vide de réelles causes. Et nous avons, par contre, ce qu'on appelle ici l'alibi. Ça va être cette image virtuelle, cette image dans le miroir de l'onde, cette image virtuelle du placebo va être ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle l'alibi. Parce que lui, l'alibi est en effet complètement à la place de la chose. Quand on a un bon alibi, c'est qu'on a vraiment un objet qui remplace complètement la chose, qui n'est pas un subterfuge comme le placebo qui motive la chose de n'être rien. L'alibi, il est quelque chose, il est effectivement complètement il est mis à la place de la chose. Alors, ces déterminations, elles peuvent être discutées. On peut voir l'alibi ailleurs, le placebo ailleurs, mais enfin c'est comme ça que moi je les utilise. Et je vais revenir donc maintenant à notre vision plus classique de la... On reviendra à l'image si vous voulez, hein, mais pour l'instant, revenons là. Voilà. Là maintenant, vous devriez me revoir. Est-ce que ça a été efficace, intéressant, utile? Est-ce que ça suggère des questions? Moi, je note juste que hier soir, on a eu un petit échange où tu m'as fait le même schéma. Voilà, oui. Et que là, tu as repris l'explication complètement à l'envers, en commençant par le fait que l'objet réel se déplaçait, oui. Alors qu'hier soir, tu as fini ta démonstration par le déplacement de l'objet. Oui, bon, d'accord, oui. Et le résultat est le même alors enfin, c'est cette idée que j'ai... Hein? Là, ça m'a paru plus clair. Plus mûri. Je ressens ça un peu comme une démonstration de l'activité psychanalytique. Oui, absolument. C'est la copie conforme du modèle optique, hein, de Lacan. Ce que Lacan n'a pas fait, Lacan n'a pas fait mention, je reviens sur l'image, Lacan n'a pas fait mention de cet écart-là. Il n'a pas fait mention de ce qui se passe là. Il a fait mention de ce qui se passe ici, il a fait mention de ce qui se passe ici, il a fait mention de ce qui se passe là, mais ce troisième tour, le retour de ce que j'appelle le placebo sur l'alibi, Lacan n'a pas fait mention de ça. Or, c'est ce que je décris dans ce chapitre 3 de la scène, c'est-à-dire que je suggère que lorsque Freud a envoyé du tabac à son oncle,
je suggère, enfin à Freud, hein, je suggère que Freud lui a envoyé une réponse et lui a demandé quel était l'alibi, quel était son alibi pour lui avoir envoyé cela. Et de cette réponse freudienne, c'est-à-dire Freud qui demandait mais quel est l'alibi de cette propagande que vous allez mettre en opération, de ce fait, Freud demandait, ça veut dire aussi, mais quel est le désir, quelle était la cause, l'objet ou la cause du désir ou la cause de cette entreprise, quel était son alibi. Et à ce moment-là, ça annulait cette fonction de placebo. Et c'est dans cette configuration que je cherche à décrire quelle était la position de Freud ou de Freud par rapport donc à ce qui va être l'usage de sa psychanalyse par son neveu Bernays. Et en fait, à partir du moment où Bernays va lui envoyer du tabac, c'est-à-dire va lui envoyer de la drogue, est-ce que ce produit est un placebo ou bien est-ce que c'est effectivement un médicament? Et si ce n'est pas un placebo, ou si ce placebo a un alibi, à ce moment-là, on est sur un point extrêmement profond, hein. Mais imaginons que quelqu'un prescrive un placebo. Quelqu'un donne un placebo à quelqu'un. Un médecin donne un placebo à son patient. Et que son patient lui demande, mais quel est l'alibi de ce type de thérapeutique? À ce moment-là, nous sommes dans une situation, dans un questionnement de la vérité, qui fait que en demandant à son médecin quel est l'alibi de la médication qu'il vous a prescrit, quel est son alibi, vous le questionnez sur le désir, sur son désir, et sur la cause de la maladie. Nous sommes, me semble-t-il, ou c'est ce que je cherche à analyser, là, c'est-à-dire les rouages les plus profonds de la thérapie et du désir, de la santé, voire éventuellement de la paix. Hein. Alors, c'est dans le troisième chapitre, hein, c'est ce que cette jeune femme, Nathalie, cherche à comprendre, elle aussi, parce qu'elle a observé, elle raconte qu'elle a étudié cette conférence, enfin, ce qui s'est passé lors de la conférence de la paix. Elle a vu qu'il y avait un des membres de la conférence de la paix, un certain Bernays ou Dernays, qui a envoyé à un certain Freud des cigares. Et Freud, au lieu de le remercier, ou en guise de remerciement, lui demande « Mais quel est votre alibi ?» Et à ce moment-là, il y a un phénomène, il n'y a pas de réponse possible autre qu'une perturbation, qu'un trouble, que quelque chose qui va ressembler justement à cette distinction
entre l'objet noir et l'objet rouge, hein, une analyse de la vérité, une analyse du produit en cause ou du pharmacone en cause, hein, et cette perturbation, soit elle est reconnue, elle est encaissée, soit elle est accusée, et là c'est de l'opposition qui se produit, soit elle est refoulée. Et dans le troisième chapitre, ce que cette jeune femme Nathalie observe, c'est que cette perturbation qui a eu lieu a été refoulée. Et elle en est tout à fait... elle dit qu'elle a été effacée, la perturbation a été effacée. Mais on ne peut pas effacer une perturbation autrement qu'en la refoulant. Ça la scandalise et elle cherche à savoir, à venir au bout de l'explication. Elle cherche et elle fait appel aux mathématiciens et à Weiner, à Naiwer et à Stuart et à l'auteur de science-fiction. Elle fait appel à ses amis pour lui expliquer comment a procédé l'histoire à ce moment-là. Parce que, effectivement, dans l'histoire de la psychanalyse a refoulé, c'est un fait, exactement comme c'est décrit dans ce roman, la psychanalyse a refoulé le fait que le neveu de Freud, le double neveu de Freud, était acoquiné avec la psychanalyse et a été un des hommes les plus importants, les plus influents de la propagande du XXe siècle. Les psychanalystes ont complètement refoulé cette affaire-là. Et donc, l'héroïne du roman interroge les deux comparses, ses deux compagnons, et ils vont se mettre, et elle les enjoint, hein, je crois qu'on s'en dit comme ça, de se mettre à l'examen de cette affaire-là. Et je me trompe ou elle interroge d'un côté le mathématicien, oui, et de l'autre côté le lettré. Oui, le lettré, on va l'appeler comme ça, oui, tout à fait, oui, absolument. Et l'un et l'autre, en fait, sont comme elle, ils sont tous les trois à la recherche de la chose, c'est-à-dire du rond noir qu'on écrivait au point de départ, cette chose qui échappe tout le temps et que l'on ne retrouve jamais que sous l'aspect de quelque chose de virtuel, en passant par tout le circuit de la cérébralisation. Et tous les trois font la même recherche, et chacun, enfin les deux hommes en tout cas, sont dans la position de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir dire qu'ils sont à la recherche de ça. Il n'y a que elle, la femme, qui est explicitement à la recherche de la question de la chose. Leur intérêt à eux stratégiquement à ne pas jouer carte sur table, c'est quoi? Alors, je pense qu'on va le voir petit à petit, évidemment. On va le voir au fur et à mesure de... l'un et l'autre vont avoir des destins différents. Dans cette enquête, ils vont mener leur enquête de manière différente. Déjà, on peut c'est déjà un peu esquissé hein, dans les deux chapitres précédents. On voit que Stuart cherche à savoir ce que Weiner, Naiwer, c'est. Il cherche il pose des questions, il écrit sur son carnet à sa place, enfin il essaie de prendre sa place ou sa connaissance. Et Naiwer, on verra que lui, il a plutôt, il ne cherche plus de réponse, il va chercher la chose. C'est-à-dire qu'il a construit la machine et il va chercher à la faire fonctionner. Et
Mais tout de même, si, il y a une réponse encore plus précise tout de même à ta question. On voit que l'un et l'autre, c'est la partie finale du troisième chapitre, hein, puisque donc ils font leur jeu en taxi-boss, elle expose l'histoire, son enquête sur la conférence de la paix, sur la Libye, le placebo. On voit que l'un et l'autre vont essayer de se défiler, de ne pas lui répondre. Et puis, finalement, on voit qu'il va se passer quelque chose entre Weiner, Neiwert et Stuart. C'est-à-dire que, comme ils sont tous dans l'embarras de ne pas pouvoir jouer carte sur table, puisque cette chose, de toute façon, elle échappe toujours. Donc, ça serait des... ils pourraient toujours essayer de la déclarer, mais c'est peut-être, ça serait vain. Donc, il se passe quelque chose entre les deux rivaux, entre les deux hommes, entre Castor et Pollux, entre le lettré et le mathématicien. Et c'est Neiwert qui va faire, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, je pense que c'est la vérification d'insu, quelque chose que l'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il va chercher à vérifier ce que l'autre ne sait pas, s'il y a quelque chose qui saisit l'autre à son insu. Et il va donc il a son téléphone comme ça dans sa poche, et il va le gratouiller comme ça, et il va voir que, en le regardant de biais, en le regardant par réflexion, il va voir que Stuart est complètement ému, et il est troublé, et là on retrouve le trouble qui avait saisi la conférence quand le placebo et la Libye avaient été confondus. Donc Stuart va être troublé par cette petite cette présence de ce téléphone, de ce NAM, ce qui s'appelle ce NAM, c'est-à-dire un miroir, hein, c'est-à-dire et donc à partir de ce moment-là, Neiwert va en savoir plus sur Stuart. Il va savoir que Stuart est engagé dans le désir vis-à-vis de l'objet précisément. Il sait que le désir va chercher le semblant plutôt que la chose elle-même. C'est-à-dire qu'il fait ce tour qu'on a vu par le cerveau et les images diverses. C'est tout ce que je vois pour ma part de commentaires ou de précisions à apporter sur ce chapitre. Est-ce que vous voyez les uns et les autres, est-ce que nous voyons Je pense avoir un petit peu expliqué la raison de cette vidéo de préparation, hein, qui avait l'air, qui parlait surtout de cet objet qui disparaît, qui passe par l'image réelle, puis après par la virtuelle. Je remarque, ça c'est quelques notes que j'ai prises, hein, et je remarque que j'avais... ce que l'on peut dire, c'est que ce chapitre
ce chapitre 3, la femme, Nathalie, déclare, au moment où elle expose son problème à ses partenaires, là, à ses compagnons, elle dit qu'elle avait observé que dans la conférence de la paix, durant la conférence de la paix, qui est celle qui a suivi 1914, hein, c'est la fin de la guerre, c'était en 18, hein, 18-19 qu'a eu lieu cette conférence. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas tellement réussi parfaitement, puisque quelques années plus tard, les choses recommençaient. Mais Nathalie dit qu'elle avait observé que ce qui avait été, cette perturbation qui avait eu lieu, était due au fait, c'était la remise en question du principe universel du placebo. C'est-à-dire que, là je reviens un petit peu en arrière hein, sur ce que je disais, l'idée étant qu'il y avait, disons au début du XXe siècle, en politique, il y a eu une idée que le placebo allait tout résoudre, c'est-à-dire des prescriptions nationales, on va dire, par exemple, de culture et d'aliénation nationale, ces prescriptions allaient pouvoir résoudre et traiter l'écologie, les aléas, les aventures de l'industrie qui débutaient. Mais il s'est avéré que ce placebo que la culture humaine ne pouvait pas, n'était pas réglée par seulement un principe universel de placebo. On ne peut pas tout soigner par du semblant ou enfin ce qu'on appelle un placebo, hein, du rien du tout. On ne peut pas soigner les choses par rien. Et donc il y a un objet en cause dans le désir et dans la psychologie collective qui s'est avéré finalement enfreindre ou contredire le principe universel du placebo. C'est l'introduction de la Libye. Donc ça, c'était ce que j'avais... Oui, sinon, une autre formule que j'écrivais en commentaire, c'est que ce que nous cherchons, c'est, encore une fois, je reviens toujours là-dessus parce que c'est l'objet des premiers chapitres, c'est la base, c'est ce qui donne la raison à la science-fiction et aux méthodologies de l'histoire aux méthodologies de procéder la négation du processus de traiter la négation, de traiter ce que l'on ne sait pas pour découvrir l'inconnu et pour progresser. Et bien, donc il faut traiter donc ce traitement de la négation. Certains ont pu espérer que la négation était complètement absorbée par le placebo, suffisait à absorber la négation. Donc je constatais aussi, où je livrais cette formule, la négation ne s'absorbe pas toute dans le placebo. Il faut autre chose pour que l'on soit conscient et que l'on traite industriellement la négation. Voilà à peu près toutes mes... après on parlera de l'ess, hein, de l'ess et du passé, comme demandait Serge. Mais on aura bien le temps la prochaine fois, enfin dans le chapitre suivant, de traiter de ça.
peux intervenir? Oui, vas-y, oui. Un des problèmes conséquents vient du fait que le placebo est loin d'être sans effet. Je sais pas, je refais un petit peu le lien avec des liens que tu as donnés sur un échange qu'on avait eu à l'époque sur les propos de Philippe Pignard, oui. sur la recherche pharmaceutique, etc. Je veux dire, la difficulté des études en aveugle contre placebo était justement d'essayer de mettre en évidence une différence d'efficacité par rapport au placebo, mais différence somme toute toujours relativement minimes. Oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et dans cette adresse que j'avais faite à Pignard, puisque lui avait traité du placebo avec l'antidépresseur. Hein. Oui. Et ce que j'essayais d'écrire et d'expliquer, si tant est que c'est correct et juste, mais c'est précisément ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la négation, le placebo n'assume pas toute la négation. La négation n'est pas tout absorbée par le placebo. Et j'envoyais l'exemple, je donnais à Pignard l'exemple, me semble-t-il très puissant, du sacrement chrétien, c'est-à-dire de l'Eucharistie, qui, à mon sens, et selon les hypothèses que je fais, c'est-à-dire ce que j'estime être le plus probable, c'est-à-dire que le sacrement chrétien était à l'origine était une drogue effective, il y avait un principe actif qui venait d'Éleusis, avant même la création de la Grèce, qui était passé par l'Égypte, qui avait été ce que Dan Mercure appelle le manas de Moïse, et que Hoffmann, le chimiste du XXe siècle, a montré la possibilité, et donc évidemment la grande probabilité, que du LSD ait été utilisé, était le principe actif de ce sacrement. Et on sait que ça a sans doute été utilisé assez, encore pendant quelques siècles après le christianisme par les Coptes, les moines coptes. On a tout la connaissance de Saint Antoine, enfin on a diverses choses, enfin beaucoup d'indices qui font que... Mais aussi l'indice, si effectivement cette hypothèse est exacte, nous avons l'indice majeur du fait, et l'observation majeure du fait que ça a été refoulé, et qu'à la place de ce sacrement, on a mis un placebo. On a donné une hostie qui n'était pas chargée du principe actif. Et on a pu estimer, et je pense que certains l'estiment encore, beaucoup l'ignorent complètement, parce que les choses refoulées sont refoulées pour qu'on les ignore, pour que la plupart les ignorent, mais on peut savoir que l'hypothèse est d'une extrême probabilité, et même avec cette hypothèse-là, on peut estimer de bon droit de se dire oui, mais ce placebo, cette fonction placebo, va être effectivement ce qui va pouvoir spiritualiser bien plus que toute autre chose, puisque c'est déjà quelque chose de spirituel en quelque sorte, le placebo. Donc ça va permettre d'être puissamment et intégralement l'effort et la force de cette religion. Et je disais à Pignard que peut-être pas, que peut-être le placebo en l'occurrence, c'est un bon exemple de montrer qu'il n'absorbe pas toute la négation et que le christianisme aurait,
s'il a des aspects négatifs, s'il n'a pas tout absorbé ou tout sublimé de la négation, ou tout absorbé, ou tout traité de la négation, s'il y a de la négation violente qui en ressort, voire de la négation du christianisme même, s'il se met lui-même en cause, en danger, il aurait peut-être intérêt à penser qu'il y a d'autres alibis que le placebo à avoir mis autre chose que enfin avoir subtilisé comme ça le principe actif. Donc c'est pas pour nier l'efficace du placebo, hein. Le christianisme avec un sacrement placebo ou un sacré placebo a fait beaucoup tout de même, hein. Mais ça n'a pas tout fait. Et l'exigence peut-être doit encore ajouter, l'exigence de la spiritualité doit peut-être ajouter quelque chose encore. Ne serait-ce que la reconnaissance de la scène primitive, et on revient à cette chose-là, c'est-à-dire cette configuration où on va déchiffrer, c'est la configuration de ce, j'y reviens, hein, je vais remettre le dessin. Est-ce que, voilà, là on a de nouveau le dessin ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc c'est cette configuration où parce que ça, cette position, quand le regard est ici, hein, c'est la position de la psychanalyse. Quand le regard va se remettre ici, là on est dans la position, ce qu'on appelle ensuite de la démocratie, parce qu'il peut y avoir, à la place justement de la drogue, du principe actif, c'est-à-dire pardon, j'ai fait un grand trait, à la place de ce rond noir, et le fait de reconnaître, excusez, je devrais le faire en noir, le fait de reconnaître ce rond noir qui est caché par la Libye, le fait de le reconnaître, excusez, j'ai fait vraiment des traits complètement décalés, dans ce sens-là, permet de mettre ici ce que j'appelle l'appareil. Hein. C'est-à-dire qu'à la place de la drogue, nous avons la cybernétique. Mais encore faut-il que nous reconnaissions l'objet initial, que nous reconnaissions la drogue pour pouvoir passer à la cybernétique. C'est-à-dire pour aller tout de même au-delà du placebo. Bon, je crois que nous sommes arrivés à nos... il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on... On se dit à la semaine prochaine? Oui. Oui? La régie a dit oui. Donc je vous dis bonsoir. Arlette, bonsoir. Oui, bonsoir. Le son a été bon, ça a été cette fois-ci mieux que la dernière fois? Ah oui, excellent. Bon, excellent. d'accord. Bon, passez une bonne soirée, à bientôt. Salut Serge. Bonsoir. Bonsoir. Maurizio vous dit bonsoir aussi. Oui. Et Suzanne.